Il croyait arrêter un simple camion de ciment perdu dans la poussière brûlante du Sahel, un convoi banal parmi tant d'autres. En soulevant le couvercle métallique, ils ont découvert une matière grise, silencieuse, capable de faire vaciller un pays entier et d'empoisonner une rivière entière. Comment quelques barils anonymes, alignés au hasard d'une route frontalière, peuvent-ils décider du souffle d'une nation et du Paris d'Ibrahim Traoré? À cet instant précis, la frontière ne ressemblait plus à une ligne sur une carte, mais à la dernière peau protectrice, fragile et tendue, du Burkina Faso. La découverte du chargement modifia la nature même de l'opération. Il ne s'agissait plus d'un contrôle routinier, mais d'un test brutal de souveraineté. Les officiers comprirent que le risque ne résidait pas uniquement dans la matière dangereuse, mais dans la routine qui endort et laisse passer l'essentiel. La promesse initiale, tenir la ligne sans dépendre de personne, dit mot net comme un ordre, prenait soudain un relief concret. Si le pays échouait ici, sa frontière deviendrait une passoire silencieuse. L'enjeu, pourtant simple à formuler, était redoutable. Protéger un territoire fragilisé, sans assistance extérieure, et restaurer une chaîne de vigilance longtemps érodée. Pour les équipes déployées, cette mission offrait un bénéfice clair. Comprendre les mécanismes discrets, capables d'empoisonner un village, de financer des groupes armés ou d'étouffer une économie déjà sous tension. Un micro-doute, toutefois, persistait. Si ce convoi avait été intercepté, combien d'autres, tout aussi banals en apparence, avaient-ils pu franchir la ligne avant ce jour? Cette question suspendue redéfinissait le périmètre du danger. La révélation apparut, en deux éclats. Bref, un bordereau froissé portant une date décalée de 7 jours, puis un itinéraire qui se répétait avec une précision presque mécanique. Ce détail comptable, anodin en surface, transforma un soupçon administratif en indice d'une menace organisée, suffisamment structurée pour traverser le Sahel sans laisser d'empreintes visibles. En retraçant les routes, les agents comprirent que rien n'était isolé. Les mêmes camions circulaient au crépuscule, transportant un ciment destiné à des chantiers qui n'existaient pas. Les chauffeurs suivaient des schémas identiques, comme s'ils répétaient une partition apprise. Peu à peu, une carte d'ombre se déploya. Réseau de faussaires, orpaillage illégal, explosifs détournés, produits chimiques sans origine déclarée. Chaque élément semblait répondre à une logique unique, patiente, ramifiée à travers plusieurs frontières. Dans un pays secoué par les coups d'État successifs, la faim et la suspicion servaient de climat permanent. Les institutions civiles avaient été épuisées par des années de tensions, les douanes discréditées, la frontière sud fragilisée comme un tissu usé. C'est dans ce contexte que s'était imposée une idée presque insolente, reconstruire la souveraineté par la discipline plutôt que par l'assistance. Le jeune capitaine Ibrahim Traoré avait formulé cette intention d'une voix brève, presque sèche, surprenant même ses partisans. Les premières mesures emportèrent sur la marque. Réorganisation des postes, rotation rapide des officiers, alliance discrète avec les cultivateurs frontaliers. On ne demandait plus seulement d'obéir, mais de veiller. Le territoire cessait d'être surveillé depuis la capitale. Il l'était depuis chaque silhouette debout sous la chaleur. Ainsi, lorsque la date décalée fut découverte, elle trouva un terrain prêt. Les inspecteurs avaient appris à écouter les silences, à noter les récurrences, à pousser l'enquête au-delà du visible. Ce qui aurait pu rester une anomalie devint un signal. Le convoi n'était pas un accident. Il révélait qu'un mécanisme clandestin respirait contre le pays, méthodique, silencieux, déterminé. Hawa fut l'une des premières à percevoir que l'affaire dépassait le cadre d'un simple contrôle. Jeune inspectrice souvent cantonnée aux tâches secondaires, elle possédait pourtant une faculté rare. Lire les routes comme d'autres lisent une carte intérieure. À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran de Gawa, connaissait chaque virage, chaque point d'eau,
chaque halte improvisée par les chauffeurs. Ensemble, ils formaient un duo discret, chargé d'observer sans intervenir, conformément aux consignes strictes transmises par la hiérarchie. Pendant plusieurs semaines, ils se mêlèrent au convoi, dormant sur des bâches usées, notant des détails que d'autres auraient négligés. Passages synchronisés, camions identiques, cargaisons sans destination plausible. Tout ce qu'ils voyaient dessinait une logique qui ne relevait plus du hasard. Hawa consignait chaque élément dans un carnet élimé, consciente qu'un seul fil tiré au bon endroit pouvait révéler l'étendue d'une toile. Le basculement survint une nuit tiède, lorsqu'ils reconnurent un convoi reproduisant exactement le schéma de la semaine précédente. Ils décidèrent d'intercepter un seul véhicule, assez pour comprendre, pas assez pour alerter le réseau. L'arrêt fut d'une sobriété presque irréelle. Aucune détonation, aucune fuite, seulement la poussière qui retombait lentement autour d'eux. Sous les sacs de ciment, les barils scellés exhalaient une odeur métallique froide. À cet instant, l'enquête qu'ils pensaient administrative prit la forme d'un acte de survie nationale. L'impact se manifesta aussitôt. Chaque détail relevé jusque-là se transformait en indice d'un système cohérent, invisible aux yeux non entraînés. La question qui les traversa alors, brève mais coupante, tenait en peu de mots. Combien de temps ces routes avaient-elles transporté la menace sans que personne ne s'en rende compte? Hawa fut l'une des premières à percevoir que l'affaire dépassait le cadre d'un simple contrôle. Jeune inspectrice souvent cantonnée aux tâches secondaires, elle possédait pourtant une faculté rare, lire les routes comme d'autres lisent une carte intérieure. À ses côtés, le lieutenant Karim, vétéran de Gawa, connaissait chaque virage, chaque point d'eau, chaque halte improvisée par les chauffeurs. Ensemble, ils formaient un duo discret, chargé d'observer sans intervenir, conformément aux consignes strictes transmises par la hiérarchie. Pendant plusieurs semaines, ils se mêlèrent au convoi, dormant sur des bâches usées, notant des détails que d'autres auraient négligés. Passages synchronisés, camions identiques, cargaisons sans destination plausible. Tout ce qu'ils voyaient dessinait une logique qui ne relevait plus du hasard. Hawa consignait chaque élément dans un carnet élimé, consciente qu'un seul fil tiré au bon endroit pouvait révéler l'étendue d'une toile. Le basculement survint une nuit tiède, lorsqu'ils reconnurent un convoi reproduisant exactement le schéma de la semaine précédente. Ils décidèrent d'intercepter un seul véhicule, assez pour comprendre, pas assez pour alerter le réseau. L'arrêt fut d'une sobriété presque irréelle. Aucune détonation, aucune fuite, seulement la poussière qui retombait lentement autour d'eux. Sous les sacs de ciment, les barils scellés exhalaient une odeur métallique froide. À cet instant, l'enquête qu'ils pensaient administrative prit la forme d'un acte de survie nationale. L'impact se manifesta aussitôt. Chaque détail relevé jusque-là se transformait en indice d'un système cohérent, invisible aux yeux non entraînés. La question qui les traversa alors, brève mais coupante, tenait en peu de mots. Combien de temps ces routes avaient-elles transporté la menace sans que personne ne s'en rende compte? L'activation commença sans éclat. Hawa referma son carnet, observa les barils scellés, puis échangea un regard bref avec Karim. Rien, dans cette nuit terne, ne laissait présager qu'il venait de toucher le cœur d'un mécanisme clandestin. Pourtant, chaque élément vibrait d'une tension nouvelle. Radio silencieuse, chauffeur immobile, moteur encore tiède sous la poussière. La scène semblait figée, retenue par un souffle invisible. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas un écart, mais une pièce parfaitement ajustée d'un système conçu pour rester indétectable. Le rapport initial partit avant l'aube. Il traversa les échelons administratifs à une vitesse inhabituelle. À mesure qu'il montait, les mots changeaient de poids. Anomalie devint suspicion grave. Baril scellé devint contenant à risque élevé. Au sommet, la réponse arriva avec la sobriété tranchante d'Ibrahim Traoré. Observer, cartographier, ne frapper qu'une fois.
L'incident devenait opération. Aucun renfort extérieur, aucun conseil lointain. Une souveraineté exigeante, assumée, presque austère. Le point culminant se prépara dans le silence. 6 agents, 2 véhicules, aucun témoin. Ils suivirent les trajets, repérèrent les routines, notèrent les plaques. La répétition devint arme. Même route, mêmes heures, même camion à la peinture écaillée. Le réseau croyait se dissoudre dans la poussière. Il ne s'y dissolvait plus. Une nuit lourde de nuages, un signal bref fut donné, une lumière courte, un ordre murmurant, puis tout se déroula sans un seul coup de feu. Les camions immobilisés, les chauffeurs menottés, le sable retombant comme un saint rideau. L'absence de violence rendait le moment encore plus glacial. Les barils furent ouverts avec une précision presque chirurgicale. Une odeur âcre se déploya, provoquant un recul instinctif. À l'aube, les ingénieurs militaires arrivèrent masqués. Leurs diagnostics tombèrent un par un. Explosifs instables, cyanure pur, composés destinés non pas à l'industrie, mais à la destruction. Le risque n'était plus hypothétique. Il devenait palpable, lourd, physique. Un seul baril fuyant suffisait pour contaminer un bassin entier ou raser un village. Même les agents aguerris se figèrent devant l'évidence. La rémanence débuta ensuite. Les équipes fouillèrent routes et abris, interrogèrent chauffeurs et intermédiaires, remontèrent des appels. Chaque piste ajoutait une strate. Sociétés écrans, faux médiateurs, routes parallèles traversant plusieurs pays du Sahel. La précision troublait. Rien n'était improvisé. Chaque passage semblait calculé pour éviter les moments de vigilance maximale. Le réseau connaissait les relâchements comme s'il avait intégré les habitudes du pays. Il ne cherchait pas seulement le profit, il cherchait à fragiliser, lentement, méthodiquement. Puis survint l'épisode le plus irréel. Un dernier convoi tenta de franchir la frontière dans la brume. Les phares s'allumèrent, puis disparurent un à un. À bord, aucun ciment, seulement des détonateurs et un message laconique adressé à Gao. Le lien avec les cellules insurgées du Mali devenait irréfutable. Awa sentit un froid lui glisser le long de la nuque. La menace prenait un visage concret. Elle comprit que le pays avait frôlé un désastre invisible. À cet instant, une conviction s'imposa à tous. Ce n'était plus un trafic, c'était une stratégie. Et il venait d'en briser la ligne maîtresse. La ligne d'ouverture s'imposa d'elle-même. De 1,2 tonnes d'explosifs interceptés 6 mois plus tôt, les équipes passaient désormais à 2,3 tonnes. Un saut qui, posé sur la table du poste de commandement, redéfinissait l'échelle du danger. Cette progression nette révélait un delta inquiétant. Le trafic ne survivait pas, il s'industrialisait. Les ingénieurs expliquèrent que ces matériaux, mélange de nitrate et d'aluminium, présentaient une instabilité capable de déclencher une explosion en chaîne au moindre choc. Chaque baril, s'il était frappé au mauvais moment, pouvait rayonner sur un périmètre entier. La donnée brute décrivait un volume. La variation, elle, dessinait une intention structurée, presque méthodique, qui ne correspondait plus aux ateliers artisanaux dispersés du Sahel. Le premier chiffre, pourtant, ne suffisait pas. Les analyses chimiques révélèrent ensuite une autre évolution. La pureté du cyanure dépassait de 40% les standards industriels utilisés dans l'exploitation aurifère légale. La poudre, dense et uniforme, n'avait rien de commun avec les produits dilués habituellement saisis sur les sites clandestins. L'écart n'était pas seulement technique, il modifiait la portée du risque. Une fuite mineure suffisait pour contaminer une rivière en quelques heures. Les officiers comprirent que cette marchandise n'était pas pensée pour extraire ou affiner, mais pour nuire. Chaque nuance chimique devenait un indice de conception offensive, étudié, parfaitement assumé par les expéditeurs. La troisième donnée arriva sous une forme moins spectaculaire, mais tout aussi glaçante. 780 caisses de faux médicaments, étiquetés au nom de sociétés européennes inexistantes. Les analyses mécaniques montrèrent
jusqu'à 17% de craie dans les capsules, mêlés à des particules d'arsenic résiduelles. Ces ajouts trompeurs n'avaient pas pour but de maximiser un profit rapide, mais de s'insérer dans les flux de médicaments destinés aux hôpitaux ruraux, là où le contrôle est rare, là où les enfants reçoivent chaque traitement comme une promesse fragile. Les experts soulignèrent que 3 prises suffiraient bien pour provoquer des lésions hépatiques irréversibles. Cette précision transforma un trafic en menace sanitaire calculée. Les chiffres, une fois alignés, ne criaient pas. Ils expliquaient, et parfois, expliquaient glace plus sûrement que la description d'un affrontement. En agrégeant ces 3 blocs de données, les équipes dessinèrent une architecture claire. Les explosifs indiquaient une montée logistique. Le cyanure révélait une sophistication inhabituelle. Les faux médicaments exposaient un ciblage des zones vulnérables. Aucun élément n'était improvisé. Chacun participait à une mécanique de fragmentation interne. Empoisonner lentement, affaiblir sur la durée, réduire la confiance entre les institutions et la population. Le but n'était pas de frapper violemment. Il était de fissurer la société de l'intérieur, sans jamais apparaître comme un ennemi visible. Quand les chiffres furent présentés, un silence lourd envahit la salle. Non un silence vide, mais un silence de calculs mentaux, où chaque officier mesurait ce qu'aurait été le pays si ces cargaisons avaient traversé la frontière sans être interceptées. Le dossier refermé n'effaçait rien. Il révélait que, sans cette opération, le territoire serait entré dans un cycle de pertes invisibles, difficilement réversibles. Les critiques extérieures articulèrent deux arguments majeurs, tous deux cohérents, lorsqu'on les examine dans leur logique interne. Le premier reposait sur une prémisse économique. Un pays isolé, soumis à des tensions structurelles persistantes, ne pouvait matériellement maintenir une vigilance élevée sans soutien extérieur. Selon cette thèse, la diminution progressive de l'assistance internationale fragiliserait inévitablement les institutions déjà éprouvées. Les budgets restreints, l'usure administrative et la pression constante sur les douaniers créeraient un terrain propice à un effondrement progressif de la capacité de contrôle. Pour ces observateurs, la conclusion s'imposait. Un État aux ressources limitées ne saurait affronter durablement un réseau si sophistiqué et si adaptatif. Le second argument, davantage ancré dans une lecture géopolitique, affirmait qu'une stratégie fondée sur la vigilance interne produisait un vide dangereux dans une région instable. En refusant de s'appuyer sur des appuis internationaux, le pays laisserait, selon cette analyse, des interstices exploitables par les groupes armés basés au Mali ou par les circuits illégaux circulant depuis la côte ouest. Cette vision estimait que la souveraineté totale, bien qu'inspirante dans son principe, risquait de transformer la frontière en point d'entrée pour des réseaux opportunistes. Dans cette perspective, la pression cumulée finirait par ouvrir les routes clandestines et annuler les progrès réalisés. La réponse à ces deux thèses ne prit pas la forme d'un discours, mais celle de données vérifiées sur le terrain. En 6 mois, les flux de contrebande enregistrés à la frontière sud diminuèrent de 48%. Plus de 1400 officiers suivirent une formation financée uniquement par des ressources internes, créant une cohérence nouvelle dans les pratiques de surveillance. Les marchés noirs furent donc démantelés, les postes frontaliers réhabilités, les communautés locales intégrées dans un réseau de vigilance partagée. Ces éléments n'infirment pas les critiques, ils les replacent dans leur contexte. Ainsi, les arguments théoriques demeurent valides, dites dans l'abstrait, mais les faits montrent une dynamique différente. La stratégie ne reposait pas sur l'isolement, mais sur la cohésion interne, une cohésion capable de transformer une hypothèse vulnérable en réalité fonctionnelle. Tout bascula en une nuit. Dans un entrepôt discret de Bora, ce qui paraissait n'être qu'un trafic structuré révéla soudain un objectif bien plus sombre. Des médicaments falsifiés destinés aux hôpitaux ruraux, soigneusement emballés, portant des logos inexistants et contenant des poudres mêlées de craie et d'arsenic. Cette découverte déplaçait la mission hors du registre sécuritaire classique.
Elle indiquait une industrie de négligence organisée, conçue pour frapper les zones les moins protégées, là où chaque traitement représente une chance fragile. Awa pensa immédiatement aux enfants rencontrés dans les dispensaires, isolés, ceux pour qui 3 prises suffiraient à provoquer des lésions irréversibles. L'idée que ces capsules puissent atteindre ces lieux fit naître en elle un froid que le soleil du Sahel ne pourrait dissiper. Elle relut alors les consignes envoyées par Ibrahim Traoré. « Ce que nous brûlons, ce ne sont pas des cargaisons, mais des illusions. » La phrase, jusque-là théorique, devenait tranchante. Cette nuit-là, les flammes qui s'élevèrent au-dessus de Bora n'étaient pas un spectacle, mais un verdict. Elles symbolisaient une bascule. La mission ne consistait plus à intercepter des routes clandestines, mais à empêcher qu'un pays entier ne soit empoisonné lentement. Les premiers effets apparurent au niveau national. Dans les villes du Sud, plus de 70% des habitants interrogés déclarèrent se sentir plus en sécurité qu'avant. Les postes de contrôle, longtemps associés à la corruption, changèrent de visage. Les uniformes poussiéreux devinrent des signes de constance, presque de résistance quotidienne. La confiance publique, fissurée par des années d'incertitude, recommença à se ressouder. Ce rétablissement progressif ne tenait pas du miracle, mais d'une routine nouvelle. Chaque contrôle correctement effectué consolidait l'idée qu'un État pouvait encore tenir sa ligne, sans béquille extérieure. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient pas des trophées, mais la preuve que la vigilance trouvait enfin des racines. Sur le plan économique, la transformation se fit sentir presque au même rythme. Les flux de contrebande chutèrent de 43%, libérant les circuits agricoles longtemps étranglés par les trafics nocturnes. Les marchandises légales retrouvèrent leur place dans les marchés frontaliers, offrant aux transporteurs un espace où leurs marges cessaient de s'effriter. Selon les relevés du ministère des Finances, un convoi intercepté équivalait à 3 semaines d'exportation sauvées. Les effets restaient modestes, mais réguliers. La respiration retrouvée d'une économie qui ne se vidait plus par des routes parallèles. La souveraineté économique n'était plus un slogan, mais la conséquence d'une surveillance maîtrisée. Les répercussions sociales furent peut-être les plus visibles. Dans les communautés frontalières, longtemps isolées et soupçonnées d'être complices malgré elles, une dynamique inédite prit forme. Certains anciens contrebandiers rejoignirent les comités locaux. Des jeunes participèrent aux patrouilles mixtes, apprenant à reconnaître les cargaisons à risque. Lors d'une formation civique à Gawa, Awa prononça une phrase qui circula rapidement. « Nous ne sommes pas les oubliés du pays, nous en sommes la porte. » Cette affirmation simple, relayée de village en village, transforma la perception de la frontière. Elle devenait un espace partagé, non un mur imposé. La sécurité cessait d'être une abstraction verticale, elle devenait une pratique quotidienne. À l'échelle régionale, la réaction prit une forme plus contrastée. À Abidjan, certains économistes saluèrent la baisse rapide des trafics comme un signal encourageant. À Accra, des analystes évoquèrent un précédent inédit pour le Sahel. À Bruxelles, quelques diplomates parlèrent d'une rupture doctrinale dans la gestion des frontières instables. Et à Bamako, des officiers maliens contactèrent discrètement leurs homologues burkinabés pour comprendre la méthode. Discipline interne, appui communautaire, secret opérationnel maintenu jusqu'au dernier instant. L'expression « effet Traoré » commença à circuler pour décrire cette souveraineté assumée, presque ascétique, capable de redéfinir l'équilibre régional. Ainsi, en superposant ces 4 cercles, national, économique, social, régional, une vérité s'imposait. Le pays n'avait pas tourné le dos au monde. Il avait cessé d'attendre qu'on le sauve. Et dans ce glissement décisif, la main d'Ibrahim Traoré apparaissait comme un fil directeur, discret mais constant, structurant chaque étape de ce redressement. Dans la trajectoire la plus probable, la stabilité demeure vigilante. Les postes frontaliers continuent d'appliquer la discipline installée au cours des derniers mois. Les réseaux clandestins
affaiblis sans être détruits, déplacent progressivement leur route vers le nord, cherchant des passages moins surveillés. Les projections internes suggèrent une baisse additionnelle d'environ 15% par semestre, tant que la rigueur reste constante. Les communautés locales prolongent leur participation aux mécanismes d'alerte, consolidant un modèle où la population devient un élément actif du dispositif. Cette trajectoire ne promet ni triomphe, ni effondrement. Elle repose sur une endurance disciplinée, un maintien ferme de la ligne, un refus du relâchement. Dans une version plus favorable des prochains mois, se dessine une forme de renaissance contrôlée. Les méthodes appliquées au niveau national inspirent certains États voisins, favorisant l'apparition d'accords bilatéraux avec le Mali et le Niger. Ces accords facilitent l'échange de données, les formations croisées et les patrouilles coordonnées. Les flux légaux reprennent un rythme inattendu, offrant jusqu'à 10% de revenus agricoles supplémentaires dans certaines zones. Les institutions civiles réintègrent du personnel formé durant l'opération, créant une circulation de compétences nouvelles. Cette dynamique pourrait transformer le pays en pôle discret de stabilité dans le Sahel. Elle reste rare mais plausible. Elle dépend moins d'un hasard politique que d'une constance opérationnelle. À l'inverse, si la fatigue et les crises prennent le dessus, apparaît l'adversaire le plus insidieux, la fatigue. Une crise économique, une instabilité administrative ou un simple relâchement pourrait rouvrir les routes du trafic. Les réseaux, dotés d'une forte capacité d'adaptation, exploiteraient la moindre faille morale ou logistique. L'insécurité réapparaîtrait d'abord dans les zones rurales, puis migrerait vers les axes commerciaux. La frontière redeviendrait poreuse. Dans ce cas, la menace ne proviendrait pas d'un ennemi visible, mais d'une érosion intérieure, lente, presque imperceptible, qui ferait glisser la dynamique actuelle vers l'usure. De ces trois trajectoires, une recommandation générale se dégage. Il ne s'agit pas de prédire ce que les prochains mois apporteront, mais de maintenir les conditions permettant d'éviter le basculement. La vigilance doit rester suffisamment haute pour prévenir la dérive, sans s'exercer jusqu'à l'épuisement. Dans les villages frontaliers, la transformation ne prit pas la forme d'un triomphe visible. Elle se manifesta dans des gestes minuscules. Un commerçant vérifiant un camion avant de décharger, une mère signalant un passage suspect, un jeune accompagnant une patrouille nocturne pour apprendre à reconnaître une cargaison à risque. Ces actions composaient la première sphère, celle des familles rurales pour qui la sécurité n'était plus un concept lointain, mais une responsabilité partagée. Chaque geste devenait un rempart discret, pourtant essentiel, dans un espace longtemps marqué par la méfiance et l'abandon. Dans les villes, la seconde sphère, celle des travailleurs, des transporteurs et des petits entrepreneurs, ressentit l'impact sous une autre forme. Les marchés, moins saturés de produits illicites, retrouvèrent une régularité qui manquait depuis des années. Les transporteurs légaux virent leurs marges se stabiliser, libérés de la concurrence clandestine qui compressait leurs revenus. Les pharmacies purent rétablir la confiance des patients face au risque de faux médicaments. Cette amélioration n'opéra pas de miracle économique, mais elle offrit l'oxygène nécessaire à ceux qui vivent des échanges quotidiens. Une économie qui cesse de fuir redevient une économie qui respire. La troisième sphère toucha les jeunes urbains, souvent sceptiques face aux récits officiels. Pour eux, l'opération fut d'abord un murmure, une histoire relayée par des radios communautaires, des écoles, des ateliers de formation. Le message n'était pas héroïque, il était pratique. Apprendre à veiller, c'est apprendre à préserver ce qui reste fragile. Certains rejoignirent des programmes de sensibilisation, d'autres participèrent à des initiatives de cartographie participative. Pour cette génération, la frontière n'était plus un lointain ruban de poussière, mais un espace vivant, un terrain où se joue leur avenir. La feuille de route élaborée après le rapport final ne cherchait pas l'effet d'annonce. Elle visait à empêcher tout retour en arrière en ancrant la discipline dans des mécanismes mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré,
La première étape consista à centraliser le renseignement. Les postes de douane furent reliés à une base de données unique, prévue pour être opérationnelle en 3 mois. Chaque cargaison suspecte devait y être enregistrée en temps réel. L'indicateur de réussite était clair: réduire de moitié le délai d'identification des anomalies afin de restreindre les routes illégales avant qu'elles ne se recomposent. La deuxième étape porta sur l'éducation civique locale. Dans 42 villages frontaliers, des programmes de formation furent lancés pour les jeunes, les commerçants et même d'anciens contrebandiers. Le critère retenu n'était pas le volume des participants, mais la précision des signalements transmis. Plus la population affûtait sa vigilance, plus la frontière gagnait en densité morale. La troisième étape structura la coopération civile-militaire. Les patrouilles mixtes remplacèrent les interventions isolées avec un objectif précis: ramener le temps de réponse aux alertes à moins de 40 minutes dans les zones sensibles. Cette synchronisation devait transformer la vigilance individuelle en réflexe collectif. La quatrième étape visait la réinsertion économique. Des microcrédits agricoles furent attribués aux anciens contrebandiers ayant rompu avec les réseaux. Le succès se mesurait au nombre de commerces légaux créés. En 6 mois, plus de 200 initiatives virent le jour, démontrant que la sécurité pouvait aussi se construire par l'intégration. Enfin, une évaluation indépendante fut instaurée. Chaque trimestre, un rapport devait mesurer 3 éléments: incidents évités, participation communautaire, confiance publique. La sécurité n'était plus une affaire de force, elle devenait un écosystème. Awa retourna sur la clairière où tout avait commencé. Le sol portait encore la trace sèche des barils éventrés, l'empreinte des pneus, l'odeur dissipée des produits brûlés. Rien ne ressemblait à la nuit où le premier convoi avait été intercepté, et pourtant tout semblait en garder la vibration discrète. Ce n'était plus un lieu d'enquête, c'était un seuil, celui où un pays avait décidé de ne plus regarder ailleurs. Dans le vent chaud qui soulevait la poussière, elle sentit la présence silencieuse d'Ibrahim Traoré. Il n'était pas venu célébrer, il observait simplement la ligne tenue, la discipline ancrée, la peur contenue. Cette sobriété donnait au paysage une gravité nouvelle, presque nue. Awa sortit alors la photographie qu'elle gardait depuis la première saisie, une caisse marquée « Aide humanitaire ». Le contraste entre le mot et la réalité lui serra la gorge. Elle murmura quelques mots, comme pour fixer ce qu'elle venait de comprendre. Le mal avance masqué, et la vigilance n'est jamais acquise. Dans cette pensée suspendue, s'esquissait une vérité plus large. On ne protège pas seulement une frontière, on protège ce qu'elle permet de vivre.